bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des paluches et des bouquins. Alors aujourd'hui, nous accueillons Valérie Bugot. Bonjour Valérie. Bonjour Alexis, merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Alors je vous accueille dans ces moments assez troubles et incertains. Alors je vais faire deux propos et après on va se lancer. Le premier concernant le Tipeee. N'hésitez pas à aider par de petits dons ponctuels. Je remercie tous ceux qui ont déjà contribué à la chaîne, à sa pérennité. Le deuxième propos concerne Odyssée. Donc, nous essayons de migrer tous vers Odyssée. Je sais, certains vont dire que ce n'est pas sûr aussi, mais pour le moment, ça reste plus stable que YouTube. Dirions-nous, la chaîne sera très certainement abattue tôt ou tard, même certainement tôt. Il y a eu 2 censures. Donc, n'hésitez pas à aller sur Odyssée. Cette même émission se retrouvera sur Odyssée. Le vendredi, vous retrouverez le contenu dès demain en exclusivité sur Odyssée. Je mets tout en lien dans la description de cette même vidéo. N'hésitez pas aussi de rejoindre mon canal Telegram et Instagram. Je poste régulièrement pas mal de choses. J'ai fait une petite recension d'ailleurs de votre livre, Valérie, en audio sur Telegram. Alors, vous êtes chercheuse indépendante, docteur en droit et analyste de géopolitique juridique. Vos travaux, articles et vidéos sont en accès libre depuis plus de 10 ans pour informer et réinformer la population sur des sujets d'intérêt général. Et vous venez aujourd'hui, entre autres, pour ce livre « Demain dès l'aube, le renouveau », qui est une synthèse du livre « Les raisons cachées du désordre mondial ». Est-ce que vous pourriez un peu faire le tour, nous parler de ce livre? Pourquoi avoir fait déjà une synthèse des raisons cachées du désordre mondial? Vous pouvez un petit peu nous parler de votre ouvrage. Alors, les raisons cachées du désordre mondial, c'est une analyse un peu tous azimuts du système économique global, c'est-à-dire de la façon réelle dont fonctionnent les règles du jeu et les rapports de force dans le monde dans lequel nous vivons, qui sont consciencieusement cachés par tout un tas de, de, de mise en scène, de théâtralisation, de rapports de force qui n'existent en réalité pas. Donc, à partir du moment où j'ai compris que en fait, on était vraiment dans une réalité virtuelle et que ceux qui pouvaient comprendre cette réalité virtuelle, bien souvent ne la comprenaient pas par intérêt personnel, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en mesure subjectivement de comprendre la réalité monstrueuse vers laquelle nous allions parce qu'ils avaient des intérêts personnels à entrer dans cette dynamique. Mais ces intérêts personnels, finalement, les aveuglent. Ils voient la petite image, mais pas la grande. Donc moi, étant donné que j'ai une formation de juriste, de civiliste, et qui était une formation assez sérieuse dans ce cadre-là, j'ai été, comment dirais-je, j'ai été un témoin privilégié de l'évolution du droit, de l'évolution de l'histoire. Et quand j'ai abordé des sujets comme l'économie du point de vue fiscal et fiscalité internationale, en fait, tout s'est mis en place et j'ai compris le dessous des cartes. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus revenir en arrière. Et j'ai senti quand même une certaine urgence à essayer de faire comprendre aux gens que la dynamique que nous avions entreprise ne pouvait aboutir à terme qu'à des catastrophes. Et à des catastrophes aussi bien en termes individuels qu'en termes collectifs. C'est-à-dire une catastrophe en termes de civilisation et en termes d'avenir personnel, pour tout le monde. D'accord ? Donc, c'est ça qui en fait, c'est le moteur de tous mes travaux. Donc, dans les raisons cachées du désordre mondial, j'analyse différents angles. J'analyse la notion d'entreprise, j'analyse les paradis fiscaux, l'optimisation fiscale, l'évolution du droit privé, des institutions. Je propose aussi des nouvelles institutions. J'ai proposé dès 2018 de nouvelles institutions. Donc, vous voyez, on était loin du Covid. Donc, personne n'avait anticipé ça. Et pourtant, moi, j'avais anticipé que les choses allaient, de toute façon, ne pouvaient pas s'arranger et se dégraderaient forcément. Donc, ça, ce sont des analyses ciblées, précises, assez techniques. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens ne pouvaient pas forcément rentrer directement dans cette optique-là. Et d'autre part, en ayant analysé ça, j'ai pu mettre en évidence que les analystes
de géopolitique. Les géopoliticiens, les gens qui font des analyses de géopolitique, ne prennent pas le bon référentiel, n'ont pas la bonne grille de lecture. Ils sont encore dans une dynamique d'État contre État. Or, pour ce qui concerne l'Occident et tous les pays qui ont été dominés par l'empire financier maritime, le sujet n'est pas là. La notion d'État n'existe plus pour eux. On est dans une conception strictement financière, apatride et surtout de domination de type financiero-économique. Donc, en fait, au sein de chacun des États, il y a des tiraillements plus ou moins violents en fonction des États entre les gens qui sont patriotes attachés à une conception géographique et continentale de leur société, de leur pays, et puis les autres qui s'en sont émancipés complètement. Donc, en réalité, on n'est plus État contre État, on est chacun des États contre lui-même, et ça se reproduit à l'infini. Donc, la grille de lecture des géopoliticiens est totalement fausse. Alors, certains le font consciemment et exprès pour noyer le poisson et surtout que les gens ne prennent pas conscience des véritables règles du jeu. Et puis d'autres n'ont pas d'intérêt personnel, mais sont sur une dynamique et ne se posent aucune question. Sont dans la contextualisation du XVIIIe ou du XIXe siècle où les États se battaient entre eux. Certains, je dirais par manque de culture, par manque d'analyse, par manque d'esprit critique et par manque de cohésion intellectuelle, et puis d'autres par intérêt. Donc tout ce groupe se mélange pour rendre finalement une réalité confuse vis-à-vis du public. Donc c'est ce que moi j'ai voulu faire. Et donc, pour revenir plus directement à votre question, le dernier petit livre, d'une part, comprend un lexique que j'avais oublié de mettre que j'avais omis de mettre dans le gros livre qui est déjà assez conséquent, et d'autre part, une vision plus géopolitique pour expliquer aux gens que c'est plus une lutte d'État contre État, mais c'est une lutte d'une partie des États contre l'autre partie des États. Et ça se reproduit dans chacune des entités politiques. Donc c'est pour isoler. Je dirais en France, il n'y a quasiment pas de lutte, parce que nous, on a abdiqué toute lutte, il n'y a plus quasiment de forces patriotiques organisées, coordonnées et conquérantes sur notre territoire. En Russie, elle existe encore. Donc en Russie, vous avez un choc entre les globalistes et les patriotes. Et il y a un vrai conflit, il y a un combat sur le territoire russe. Mais ce combat, dans nos pays en Union européenne, n'existe plus. On a abdiqué. Alors, il est en train de revenir par le biais de cette, de cette crise politico-sanitaire qui s'est manifestée sous forme de Covid, mais qui aurait pu prendre bien d'autres formes, mais de toute façon qui est organisée et coordonnée de toutes pièces. Et donc, une lutte intérieure commence à ressurgir à la lumière de toutes ces manigances, toutes ces manipulations politiques. Mais, si vous voulez, c'est récent. Et donc, ces forces ne sont pas encore coordonnées, ne sont pas encore vraiment en mesure de compter politiquement parce que c'est encore, comment dirais-je, c'est sous une forme de sidération. C'est-à-dire que les gens se dressent parce qu'ils sentent qu'ils vont mourir, en tout cas, qu'il n'y aura pas d'avenir. Donc, ils se dressent, c'est une forme de sursaut vital. Mais ça, c'est la première étape. Après, il faut... pour être efficace et pour avoir un poids politique, il faut réussir à se coordonner. Et ça prend du temps. Donc je dirais que nous en sommes peut-être dans les frémissements d'un renouveau en termes de société, de civilisation, d'État, mais ce renouveau demande vraiment à être maintenant structuré. Est-ce que ces coordinations peuvent débuter à travers ces manifestations? Parce qu'on voit, on rencontre de plus en plus de gens. Non, c'est impossible. Non, Parce une qu'Internet, manifestation... on est quand même on est visible de l'ennemi à travers Internet, de toute façon. En fait, moi, je ne peux avoir qu'un regard extérieur parce que j'essaye de voir l'ensemble du processus. Et quand je fais cet effort, quand je fais cette analyse d'ensemble, je me dis que cette coordination, elle viendra nécessairement et elle viendra en fait de tous les côtés en même temps. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas ciblée uniquement sur les réseaux sociaux ou ciblée que sur la rue. Mais les liens vont se faire naturellement, spontanément, parce qu'une fois de plus, c'est une nécessité vitale, donc ça va arriver. Mais je ne sais pas exactement sous quelle forme et je ne sais pas en combien de temps ça prendra. J'ai envie de dire, je crois que maintenant,
les gens qui se battent depuis 1 an et demi ont compris qu'il fallait aller dans cette direction-là. Donc, d'une façon générale, je pense que c'est déjà en route, mais ce n'est pas très formalisé. Ce n'est pas encore vraiment clair. Et puis, il y a beaucoup d'infiltrations de forces antagonistes qui se font passer pour des grands résistants, etc. Mais vous savez, c'est un sujet qu'on a déjà connu avec le CNR en France, hein. Les infiltrations de partout. Enfin, c'est un combat qui ne peut pas être gagné en quelques jours, ni même en quelques semaines, peut-être même pas en quelques mois. C'est vraiment un combat de moyenne et longue haleine. C'est un combat pour récupérer en fait une existence en tant que groupe. C'est quelque chose de fondamental qui est, à mon avis, inéluctable, mais qui va prendre du temps et qui va avoir des pics comment dirais-je, de crispation et de violence. Ça retombera un peu, ça ressurgira, ça retombera. Enfin, on est entré dans un processus de transition qui ne peut pas être indolore. Voilà. Oui, ils peuvent faire un pas en arrière pour mieux en faire 2 par la suite en avant. Voilà. Mais le processus de transition est amorcé. Il sera long et douloureux. Parce que toutes les transitions en termes d'organisation sociale sont douloureuses. Mais on ne parle pas de révolution là, hein. Attention, je ne parle pas de révolution. Je parle d'une transition, d'une évolution. Mais Comment cette peut-elle se évolution, faire? elle nécessite pour ceux qui sont au pouvoir de renoncer au pouvoir. Et donc, ils ne vont pas. Vous imaginez bien, et tout le monde peut bien imaginer bien que lorsqu'un groupe de personnes a pris le pouvoir absolu, il ne va pas y renoncer du jour au lendemain sans bonne raison. Donc, les bonnes raisons, eh bien, ça va être des pressions, et des pressions pas forcément par la violence. Il y en aura certainement parce que ça sera inévitable, mais il faut pas, enfin, ça ne peut pas se faire que par la violence. Il faut aussi que ça se fasse par une prise de conscience et par le fait que qu'est-ce que les gens veulent pour leur avenir? Est-ce qu'ils veulent vivre atomisés avec leur moindre pensée contrôlée, ou est-ce qu'ils veulent vivre à nouveau en groupe en donnant une liberté, en se donnant à eux-mêmes et à leur descendance une liberté? Alors, disons qu'une liberté qui est naturelle, hein, c'est la liberté. L'être humain, il se conçoit que dans la liberté de pensée et de conscience. S'il n'y a plus ça, je pense que l'humanité est redéfinie, c'est-à-dire dans le sens de sa disparition, hein. Vous abordez dans votre ouvrage, en premier chapitre, donc juste après ce fameux lexique qui est en préambule et qui est très bien, enfin qui a été très bien placé, je dois dire, parce qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec des outils en main. Vous parlez des banquiers commerçants. Alors, ces fameux banquiers commerçants, qui sont-ils? Et puis surtout, quel est leur programme? Parce que vous parlez de monnaie, bon, vous, même d'autres personnes parlent de monnaie dématérialisée qui va arriver. Donc, vous parlez de Bancor aussi, vous parliez d'un panier monétaire, je crois, qui a été fait en 1969, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pourriez un peu développer ce principe de banquier commerçant et de leur planning, si on peut dire, leur projet? Alors, ouais, alors les banquiers commerçants, j'en parle parce que pour moi, c'est une caste qui s'est cristallisée au moment de la création de l'Empire britannique. Mmh. C'est-à-dire que ça a été une coalition finalement de la banque et de l'épée, c'est-à-dire une coalition de la force armée qui appartenait aux détenteurs de l'État et de la finance qui a permis, à partir d'Olivier Cromwell, l'ambition impériale de l'Empire britannique. Donc, je parle de banquiers commerçants, non pas que les banquiers commerçants n'existaient pas préalablement, mais je fais démarrer leur inventivité, leur réalité politique à partir du moment où se développe l'Empire britannique. À partir des premières velléités de développement de l'Empire britannique, parce que ça a été une association de la finance et des armes et disons des prérogatives régaliennes de l'État pour développer une entité impériale. Donc moi, je parle des banquiers commerçants dans ce cadre-là. Quand je dis banquiers commerçants, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les tenanciers de la finance, en réalité, étaient à la fois banquiers parce qu'ils octroyaient des prêts, ils avaient une activité de banque, mais ils étaient aussi essentiellement commerçants parce qu'ils faisaient commerce de l'or, qui est une matière
première, la matière précieuse. Donc, en réalité, il faut la banque et le commerce de matières premières, ce n'est pas la même chose. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, ils ont réussi à assimiler la notion de banque et de monnaie avec un bien matériel dans le commerce, qui en l'occurrence a été l'or. Il y a eu aussi l'argent, etc. Mais l'argent était un peu moins valorisé dans ce cadre-là parce que l'argent n'est pas rare. Alors, vous savez qu'on a plus de poids en contrôlant une matière rare qu'en contrôlant une matière qui n'est pas rare. Le contrôle est plus efficace, disons. Donc, les banquiers n'ont eu de cesse d'assimiler la monnaie à l'or, sous le prétexte qu'eux pouvaient contrôler l'or, et donc, par ce biais-là, contrôler la monnaie. Donc, il y a eu une première falsification historique, c'est d'avoir assimilé la monnaie, qui était un concept strictement comptable, à une matière première. Ça a été une première falsification. Et la deuxième falsification, ça a été de confondre l'aspect, la création monétaire, avec sa circulation. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de crypto-monnaie, etc., il s'agit de moyens dématérialisés de faire circuler une monnaie. Donc là, lier irrémédiablement la création et la circulation dématérialisée, c'est une deuxième imperfection, si je puis dire, c'est une deuxième imposture concernant le fait monétaire, et qui ne permet pas ensuite de comprendre les évolutions et surtout d'y remédier quand elles sont mauvaises. Donc, il est très important, d'une part, de faire le distinguo entre le concept même monétaire et sa circulation matérielle. Et il est très important de comprendre que le concept monétaire est un concept, n'est pas un bien dans le commerce. La monnaie a été conçue comme un concept, comme un concept comptable, pour développer le groupe, justement. Ça s'est fait au moment à peu près où les sociétés ont commencé à se développer. Donc, c'est lié au développement de la société, c'est lié à la civilisation, c'est lié à tout ça. Sauf qu'à partir du moment où vous captez le concept monétaire, vous le transformez et vous le contrôlez, donc la monnaie ne peut plus remplir la mission pour laquelle elle a été créée, c'est-à-dire développer le groupe, mais elle est accaparée par des gens qui ne font qu'une chose, c'est développer leur intérêt personnel. Et donc là, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de développement de groupe possible, c'est-à-dire que la civilisation entre dans une impasse. C'est-à-dire que le groupe ne peut plus se développer parce qu'il dépend de l'intérêt catégoriel d'une seule caste. Est-ce que je suis claire? Très clair. Voilà, donc toute la problématique du banquier commerçant, elle est là. Et je dirais que ce n'est pas une problématique personnelle. Bien sûr, il y a des gens qui ont créé ça. Ça a été développé par des individus au fil du temps. Mais ces individus, ils sont morts, certains se sont éteints, d'autres se sont reproduits. Ils ont été finalement, leur cohésion et la collusion de leurs intérêts a dépassé l'individu et même dans une certaine mesure la filiation. Parce qu'évidemment, on retrouve certaines familles qui ont été à l'origine et qui sont encore aujourd'hui, mais d'autres se sont agglomérées entre-temps, d'autres ont disparu, etc. Donc, il est difficile. Et comme en plus ces gens-là se sont développés par rapport au développement de l'anonymat, parce qu'il est plus facile d'accaparer des biens si on ne sait pas que c'est vous qui êtes accapareur. Donc, ils ont développé tout un univers juridique, justement par le biais du droit anglo-saxon, d'anonymat et d'accaparement. Et donc, on me demande souvent des noms. Beaucoup de gens en connaissent la plupart. Mais si vous voulez, là où je veux insister, c'est de dire que c'est le système qui est vicieux. Et qu'avoir des noms, ça peut être intéressant le jour où on aura récupéré le contrôle du système. Mais en attendant, il faut prendre conscience que c'est le système qui nous éteint, qui nous tue. Vous voyez ? Parlons-en justement du système. Est-il récupérable à long terme au moins, d'après vous? Non, non, non. Ah non, non, non. Bah non, là, c'est une impasse définitive. Ce système n'est pas récupérable. Si on veut récupérer une capacité à vivre à la fois en termes individuels et collectifs qui soit normale, c'est-à-dire dans une certaine mesure de liberté de se déplacer, de penser, de conscience, il faut sortir de ce système, puisque Je ces dirais gens même qui que ont ma pris le question est pouvoir. mauvaise. Ma question est mauvaise parce que c'est pas faire perdurer ce système, justement. C'est surtout
le détruire pour avoir une solution alternative. C'était plutôt ça ma question. Ma question est mauvaise parce qu'il est hors de question de faire perdurer ce système. Les gens qui ont pris le pouvoir ne s'arrêteront jamais. Leur objectif, ils l'ont clairement édifié, enfin, ils l'ont clairement énoncé, n'est-ce pas, par des organismes, par l'intermédiaire d'organismes comme, comme le Club de Davos, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, mais il a eu des prédécesseurs et il n'est pas le seul. D'accord? Donc, en réalité, ce système-là, pour l'instant, ceux qui l'ont établi, donc je rappelle, à partir du développement de l'Empire britannique, aujourd'hui, et depuis déjà plusieurs décennies, se prononcent pour l'avènement d'un gouvernement mondial et d'un nouvel ordre mondial. Mais en fait, ce nouvel ordre mondial, il n'a rien de nouveau. Il est vieux de 250 ans. Il est pour établir officiellement le contrôle absolu des États et des individus qu'ils ont pris officieusement. Donc, ce n'est pas un ordre nouveau, c'est un ordre très ancien. Donc, si on veut établir un vrai ordre nouveau, il faut renverser toute cette grille de contrôle, et c'est-à-dire changer d'orientation et en termes de civilisation. En termes, c'est pas, là, ce n'est pas de la politique stricto sensu, c'est de la politique, c'est de la métapolitique. Est-ce que l'argent en soi Il faut n'est... revenir sur la bifurcation qui n'a pas marché, quoi. Est-ce que l'argent en soi n'est pas le problème et l'outil d'aliénation par excellence des peuples, de soumission? Est-ce que dans un État futur, même État, je ne veux même pas employer ce mot, je ne sais pas, dans une solution alternative, est-ce que c'est même toute la remise en question de l'existence même de l'argent? Est-ce que l'argent Non, devrait à terme ne plus exister? non. Enfin, l'argent, si l'argent, le concept a été conçu, c'était parce qu'il répondait à un besoin. Donc ce besoin ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais simplement, il faut qu'il revienne dans sa structure initiale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit au service du développement des populations. C'est simplement, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hmm. Aujourd'hui, c'est la grande mode de tout rejeter en disant tout est. Non, il faut revenir à ce qui est sain et puis jeter tout ce qui a été perverti, parce qu'il s'agit d'une subversion, d'une perversion. On assiste à la même chose avec notre système juridique. On assiste à la même chose avec notre système politique qui est subverti. Les institutions françaises n'existent plus, elles sont subverties. Le droit continental qui était axé vers la recherche de la vérité et de la justice n'existe plus, il a été subverti par cette ersatz de système juridique qui n'est pas du droit, je le répète, qui est de la réglementation au profit exclusif des puissances financières en l'occurrence, commerciales et financières, fondées sur la domination des mers et la conception purement commerciale et maritime du monde, que les anglo-saxons, en tout cas que les tenanciers de cet empire ont développé. Mais ce n'est pas une raison pour dire toute la civilisation européenne est à jeter. Non, la civilisation européenne, c'était justement pas ça. Elle a disparu le jour où tout ça s'est imposé. Donc moi, je propose de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire de revenir à tout ce qui a fait que nous nous sommes développés en tant que civilisation et qu'on parle aujourd'hui de civilisation européenne. Si on en parle, c'est qu'elle a existé. Donc le sujet, c'est de revenir à ces fondamentaux qui étaient sains et de virer toutes les scories qui se sont accumulées sur ce socle valable pour le dénaturer. Parlez aussi, vous abordez la question de la monnaie virtuelle, donc ça sera aussi, enfin, vous dites, vous m'arrêtez si je me trompe, que ça sera plus ou moins un outil hégémonique de plus pour pouvoir, Alors, oui, dans le il est sens. hors de question d'imaginer que le développement des monnaies virtuelles ne se fait pas avec le consentement des gens qui nous contrôlent aujourd'hui. Donc, ils veulent utiliser ce moyen. Mais une fois de plus, la circulation virtuelle de la monnaie n'est qu'un moyen. Il y a la monnaie, le concept d'un côté, qui est subverti, la façon dont la monnaie circule, mais la monnaie peut très bien circuler de façon dématérialisée si elle est dans des bonnes mains, c'est-à-dire si elle est, elle est contrôlée par le groupe en entier et non pas par une seule petite caste à son intérêt exclusif. C'est pas au fond, c'est pas la façon dont la monnaie circule qui pose problème, c'est par qui elle est contrôlée. Ce n'est pas un problème de circulation monétaire au final, ce qui est dangereux pour nous, c'est le problème de son contrôle.
voyez? Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très attachés en disant l'avenir sera quand même dans les crypto-monnaies. Bah, ça dépend. Ça dépend qui contrôlera et comment le système sera ficelé pour être ou pas contrôlable, et pour être en tout cas contrôlable par qui. Vous voyez? Donc, c'est toujours ambigu quand on parle de crypto-monnaie et de monnaie dématérialisée parce que on travestit un peu la problématique de fond. On se focalise sur la monnaie, la technique de circulation monétaire, alors qu'en réalité, le problème n'est pas sur la technique de circulation monétaire, il est sur le contrôle du concept lui-même. Et demain, si Internet s'arrête, bon, j'ouvre la petite parenthèse de l'attaque cyber-polygone qui a été instaurée par le forum de Davos, donc qui est une sorte de préparation à une attaque Internet, donc plus d'Internet. Vous parlez de cybermonnaie, ce genre de choses, de crypto-monnaie plutôt, mais là n'auront plus lieu d'être si ça arrive. Alors, je voudrais quand même remettre un peu les choses dans leur Oui. contexte général, c'est-à-dire que ces opérations de cyberpolygone, à mon avis, s'inscrivent dans le cadre d'une guerre qu'ils sont en train de préparer et en tout cas disons de prévoir, d'une guerre entre l'empire justement maritime et l'empire continental qui est en train de renaître sous la forme du bloc eurasiatique et qui est aujourd'hui en position dominante sur beaucoup, en particulier les nouvelles technologies, mais également sur une conception, disons, immatérielle de la vie en société. D'accord ? Donc, en réalité, on a un affrontement de civilisation entre deux blocs qui est en train de se mettre en place. Et je pense que ces opérations cyberpolygones s'inscrivent dans la préparation de cette future guerre de façon à couper en fait les gens dans leur propre camp de toute communication, de façon à ce qu'ils ne puissent pas prendre des positions qui ne seraient pas entièrement favorables aux dominants qui nous écrasent. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'ils ne soient pas capables d'avoir accès à la véritable information qui leur permettrait de raisonner. Donc je pense que c'est à la fois une guerre intestine, c'est-à-dire une guerre contre les populations en interne, et une guerre dirigée contre le bloc d'en face. C'est comme ça que j'analyse ces manifestations. Mais on peut parler de guerre. Je pense qu'on peut analyser de la même façon la guerre biologique qui est en cours, qui est faite de virus et de vaccins, enfin de prétendus vaccins, d'injections expérimentales. Sur la thématique de la guerre, les guerres de demain, d'après vous, elles se passeront de. Quels seront Bah, en les fait, outils? Est-ce qu'elles seront c'est pas les d'abord. guerres de demain, c'est les guerres d'aujourd'hui. Le Disons les 16 guerres mars d'aujourd'hui. 2020, Quand je dis les bon guerres de après, demain, est-ce que militairement parlant, on peut rentrer de nouveau dans des conflits avec d'autres nations, on va dire? Ou ça ah bah reste de oui, la parce guerre que civile interne aux nations? ah non, 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 ça sera les deux. Enfin, clairement, je pense que ça sera une guerre totale, c'est-à-dire une guerre de l'individu contre lui-même, du groupe contre d'autres groupes. C'est l'apothéose là. On entre dans la version finale de la guerre, si je puis dire. C'est-à-dire que on va assister à des guerres à la fois internes et externes. Ils sont en train de préparer la guerre contre leur ennemi extérieur. Et en même temps, ils resserrent les boulons en interne. C'est-à-dire que mais vous savez, la dernière guerre mondiale, c'était aussi ça, c'était une dictature intérieure et une guerre extérieure, en réalité. Dictature intérieure tenue par la propagande de guerre, c'est ce que nous sommes en train de vivre et qui va s'aggraver tous les jours. Et puis, au final, comment dirais-je, des éclats en termes de guerre externe, de guerre extérieure, c'est-à-dire contre d'autres groupes. En l'occurrence, je ne vous fais pas de dessin, c'est le bloc de l'OTAN contre l'OCA, enfin, contre la Russie, Chine et tous les pays qui auront pris le parti finalement de développer les routes de la soie contre la domination des voies de transit maritime. Enfin, contre la domination des puissances anglo-saxonnes qui contrôlent les voies de transit maritime. Donc, on aura les deux, bien sûr. C'est en cours. Hein. Je vous rappelle quand même que le 16 mars 2020, Emmanuel Macron a déclaré la guerre, l'état de guerre.
et que depuis, nous sommes en suspension d'institutions. Donc, nos institutions ont été mises de côté. Donc, nous sommes déjà sous propagande de guerre. Enfin, elle est en cours, cette guerre. Elle n'est pas, c'est pas la guerre de demain, c'est la guerre d'aujourd'hui. Quelle va être la prochaine étape, on va dire, d'un point de vue étatique? Qu'est-ce qu'ils vont encore supprimer ou confisquer comme droit ou Ah enfin, bah, de d'un point de vue siège, ce genre de étatique, choses? oui, d'un point de vue étatique qui n'existe déjà plus, Hmm. il est clair que là, il suffit, enfin, il n'est pas nécessaire d'être grand clair, justement, pour comprendre que nous nous dirigeons très, très vite et très, très droit vers le quatrième Reich, en Europe et en Occident. C'est-à-dire que le quatrième Reich, ça va être la version civile de l'OTAN militaire. Ça va être tous les pays de l'OTAN coalisés sous propagande de guerre pour aller lutter contre le bloc d'en face qui est désigné comme le grand méchant loup. C'est ça la propagande de guerre, c'est ne pas faire de distinction, c'est soit blanc, soit noir. Vous voyez, on n'a jamais la capacité à discerner des intérêts qui soient différents de l'intérêt qui vous est imposé par la propagande. Et à la louche, ces conflits, ils arriveraient vers... enfin, Ah bah, à mon avis, ils sont imminents, hein, oui. dans les mois qui viennent. Enfin, peut-être 2 ans, mais pas plus. Enfin, je ne vois pas que ça puisse. Là, on est quand même dans une période de crispation énorme. Et puis, vous savez, je dirais le bloc d'en face, malheureusement, parce qu'on est obligé de se positionner par bloc, ont développé des techniques d'armement, de concepts militaires tout à fait novateurs. Et ils sont, je pense, à la pointe du progrès dans tout ça. Donc, les autres ne peuvent pas les laisser faire jusqu'à l'infini. Donc, sinon, ils vont perdre, enfin, ils vont perdre sans même avoir de guerre à mener. Donc, ce n'est pas concevable pour eux. Je pense qu'ils jouent leur va-tout, là. C'est la raison pour laquelle l'agenda 2030 est en train de devenir l'agenda 2022. L'agenda 2030 de l'ONU a resserré tellement les boulons qu'aujourd'hui, on peut parler de l'agenda 2022. En réalité, ils ont considérablement accéléré tous les Oui, processus, on l'a senti, quitte hein. à sortir du bois et à se dévoiler, parce qu'ils ont été mis en difficulté par justement des pressions extérieures qu'ils n'avaient pas réellement anticipées. Ils n'avaient pas réellement anticipé que la Chine s'émanciperait de leur tutelle. Ils ne l'avaient pas anticipé. Et les Chinois, vous savez, c'est une civilisation, j'insiste beaucoup là-dessus, et ils ont utilisé les armes de l'adversaire, ils ont parfaitement compris les règles du jeu, et ils ont retourné les armes de l'adversaire contre l'adversaire. C'est magistral comme retournement de situation. Si vous voyez la Chine aujourd'hui et que vous la comparez avec celle d'il y a 150 ans, bah, vous comprendrez que les Chinois ont une revanche en termes de civilisation à prendre. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien à ce qui se passe aujourd'hui, mais rien. Pour en revenir, manifestation, et puis je vais passer directement, et on parlait de guerre civile. D'après vous, ces manifestations qui sont en train de se faire chaque samedi, qui sont rythmées, qui vont d'un point A d'un point B, mis à part d'être en connexion avec d'autres gens, d'être content de se retrouver, de gueuler et scander un tas de choses, on n'ira pas loin, certes. Euh, D'après vous, pour la rentrée, comment vous voyez la rentrée se faire? Je vous avoue que je la vois très très mal. Il ne cesse de parler, de toute façon, on entend parler de confinement, reconfinement imminent. Donc, de toute façon, ça, c'est déjà acté. J'analyse maintenant d'un œil très critique le développement de toute cette agitation populaire parce que j'y vois une manipulation du pouvoir de façon à instaurer un régime autoritaire qui nous fera entrer plus rapidement dans le quatrième Reich intégré. Donc, de toute façon, comme nous sommes aujourd'hui en suspension d'institutions, nous sommes dans un vide juridique et pour eux, il s'agit de combler ce vide au plus vite et de passer à quelque chose de clairement établi et clairement dictatorial. Donc, il est évident que si vous agitez, vous savez, Talleyrand disait agiter le peuple pour s'en servir. Ben, on n'en est toujours pas sorti. Je dirais que ces agitations de plus en plus violemment visibles commence, à mes yeux, à devenir un peu suspecte. C'est-à-dire que on comprend très bien que la population soit excédée, mais on comprend d'autant mieux qu'elle soit excédée quand le pouvoir en place
lui-même fait en sorte qu'elle le soit. Quand il passe des lois aussi violemment illégales et anticonstitutionnelles que celle du mois de juillet dernier, on comprend bien qu'il y a quand même une manœuvre pour pousser les populations à bout. Et si sur ces manœuvres, vous ajoutez des manœuvres de type médiatique d'agitation populaire, vous vous rendez bien compte que l'origine devient de plus en plus claire et le but poursuivi devient de plus en plus clair aussi. D'autant plus quand vous avez l'analyse institutionnelle qui explique que nous sommes dans un état transitoire de suspension d'institutions. Donc, il est bien entendu que quand on est dans un état transitoire, c'est entre deux points, le point A et le point B. Donc, le point A, on l'a quitté, le point B, on se dirige vers lui. Qu'est-ce que ça va être, à votre avis, dans le contexte décrit, c'est-à-dire dans le contexte d'agitation populaire? Voilà, Il est je toujours pense que utile. la Constitution n'est plus en vigueur, mais elle pourrait, par exemple, être remise en vigueur dans son article 36. Elle pourrait être ressuscitée uniquement dans son article 36, qui est l'état de siège, par exemple. Je vous donne un exemple. Hein. Ça pourrait être une des visées du pouvoir. Je ne dis pas que c'est ce qui va se produire, parce que j'ai cassé ma boule de cristal. Mais néanmoins, on comprend bien quand même que le mouvement général se dirige vers ce type de posture politique. Donc c'est ce qui est très inquiétant, et c'est la raison pour laquelle je dis aux manifestants, si jamais vous voyez autour de vous, organisez vos propres services d'ordre, et si vous voulez manifester, arrangez-vous pour neutraliser toutes les parties externes qui viendront se coaguler sur vous pour prendre d'assaut des bâtiments publics, faire des violences physiques contre la police et les forces de l'ordre, ce genre de choses. Parce que c'est ça qui nous menace en réalité. Qu'est-ce que vous conseilleriez comment dirais-je? Parce que il est difficile de s'organiser malgré tout, faire des équipes, Ben oui, ce genre de choses. mais des On fois est on n'a toujours pas le choix. infiltré, c'est pas question de ça, c'est que l'humain est perfectible et à l'intérieur de ces groupes, on sait bien qu'on sera toujours infiltré de toute façon. Il y aura toujours, Oui, mais justement, c'est pour ça que manifester, c'est bien, mais à ce moment-là, il faut être coordonné et être capable d'instaurer un propre service d'ordre qui se charge il est de nécessaire, neutraliser tous il est les éléments nécessaire. dangereux. Parce que la rentrée sera là avec les antifas qui reviendront de vacances, ce genre de choses, Les qui vont foutre le Antifa, les bordel. Black Blocs et toutes les milices de mercenaires qui viennent d'on ne sait où. Ça, c'est le vrai danger. Hein. Donc, manifestants, vous savez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Hein. Donc, à partir du moment où l'État veut reprendre le pouvoir, il va utiliser tous les moyens à sa disposition. C'est-à-dire utiliser les manifestations. S'il n'y en a pas, ils vont les créer. Voyez, pour générer un chaos qui justifiera une reprise en main virulente et de type militariste. Vous voyez des gens qui scandent au retour à la Commune de Paris et disent Ah oui, mais ça, ce sont soit des idiots, soit des gens qui poursuivent un but qui n'est pas celui affiché. Il y a les deux. Alors l'idée, c'est de réduire la quantité d'idiots euh, pour ne pas donner à manger à cette faction qui est une faction purement révolutionnaire et qui n'a rien à voir avec ce que veulent les populations. création d'un contre-pouvoir, d'après vous, est-ce que ça serait possible? Ah bah bien sûr, mais en fait, les contre-pouvoirs, écoutez, moi, j'ai développé toute une réforme des institutions qui est fondée uniquement sur le concept de contre-pouvoir. C'est-à-dire que si vous réorganisez la société en groupement d'intérêts, chaque groupement d'intérêts est un contre-pouvoir par rapport au groupement d'intérêts d'à côté. Et c'est ce que j'appelle récupérer le pouvoir politique au sein même de la société. C'est-à-dire que le pouvoir politique, chacun détient une partie du pouvoir politique. Et il est un contre-pouvoir politique par rapport à la faction d'à côté. Donc, c'est pas compliqué. En réalité, les choses sont très simples. Vous savez, quand on rend les choses compliquées, c'est qu'il y a des idées sous-jacentes, des idées, des intérêts qui ne sont pas avoués. Mais en réalité, quand on parle de politique, les choses sont toujours très simples.
Les contre-pouvoirs, ils sont inhérents à la nature humaine. Vous mettez 10 personnes dans une pièce, il n'y en a pas une, pas deux qui ont la même idée si vous l'interrogez sur une question. Donc, le contre-pouvoir, il est inhérent à l'être humain. On a tous des idées différentes et l'intérêt, justement, c'est de pouvoir les manifester de façon canalisée sans se taper sur la gueule et en même temps, excusez-moi d'être un peu trivial, mais en même temps, de pouvoir les exprimer. C'est ça, faire société, ça veut dire ça. Ça veut dire exprimer, tenir des positions sans violence, c'est-à-dire dans une certaine mesure de concertation. Or, là, aujourd'hui, les seuls intérêts qui sont représentés, ce sont les intérêts de la finance, qui sont liés aux intérêts financiers. Tous les autres intérêts qui traversent la société n'ont pas voix au chapitre, ne sont pas représentés politiquement. Donc, bien sûr qu'un autre modèle est possible et il est même tellement facile, il est même tellement simple que tout est fait pour nous rendre l'esprit confus et nous faire croire que c'est très compliqué. Mais en réalité, pas du tout. Il faudra aller aussi par-delà de tous les clivages. Je pense que ça pourrait aider. Comme vous dites, Ah bah oui, parce que les clivages, ça fait partie de la propagande de guerre. C'est-à-dire que quand vous orientez les esprits, vous les empêchez de raisonner avec les bons repères. Vous leur mettez des faux repères en tête. Enfin, il y a des multiples exemples qui font que les cerveaux ont été manipulés. Enfin, je veux dire, on arrive quand même aujourd'hui à nous faire croire que les Trente Glorieuses, ça vient de cycles économiques. Ouais, c'est grotesque. D'accord? Les Trente Glorieuses n'ont existé que parce qu'il y a eu la guerre et la nécessité de reconstruire derrière. C'est ça, les Trente Glorieuses. C'est la reconstruction. Ce n'est pas des cycles économiques. Hein. Sauf à comprendre, effectivement, un pas plus loin, que en fait, ces guerres et ces destructions sont organisées par certains intérêts. Et ça, c'est vrai. Mais vous voyez que ce n'est pas ce que les gens ont en tête a priori quand ils pensent au cycle économique. Voilà. Donc, tout est à revoir avec un angle, une grille de lecture qui soit plus saine et qui soit désidéologisée, c'est-à-dire sortie du contexte idéologique de guerre blanc contre noir et de guerre intégrale du libéralisme contre le communisme. Parce que ça c'est de l'idéologie, et c'est l'idéologie qui nous emmène dans une impasse dans la mesure où les gens ne peuvent plus discuter entre eux. Ils sont soit dans un camp, soit dans l'autre, et ils ne peuvent plus, en réalité, communiquer. Ils n'ont même plus le même langage pour communiquer. Donc, il faut sortir de tous ces carcans de construction mentale fallacieuse qui relèvent de la manipulation des masses. Et là, je vous renvoie une fois de plus aux travaux de Lucien Cerise. Bien sûr, est-ce que l'on salue? Oui, il faut aller au-delà, je pense, de ces clivages, qu'ils soient même politiques, religieux ou autres. On reste, c'est l'humain qui doit faire face à ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Je vous demanderais, pour terminer, En fait, oui? oui, Ouais? oui, je me permets de vous arrêter, enfin de vous interrompre, parce qu'aujourd'hui, les divisions sont tellement violentes, l'individu est tellement atomisé que son seul moyen de survie, c'est justement de surmonter toutes ces barrières psychologiques de façon à refaire société. C'est la raison pour laquelle, en effet, il faut sortir de toutes ces idéologies. En fait, c'est vital. C'est une question de survie. Donc, d'après vous, d'une manière intellectuelle et puis même physique, si l'on peut dire, quelles seraient les solutions pour demain, mais à court terme, hein? Parce que je vous parle surtout dans les prochains mois. Mmh. Quel comportement pouvons-nous adopter? Parce que c'est vrai, les taux se resserrent un maximum, notamment si on nous reconfine. On sort, on désobéit, il va certainement avoir de la répression, c'est certain. On a bien vu qu'il y a eu des commandes, je crois, c'était dans un article Fin d'état de droit de Youssef Indy qui était paru sur Stratégica, qui parlait de commandes de munitions, balles traçantes, ce genre de choses, des LBD 40, à peu près de 3 ou 4 millions d'euros qui avaient été passés à la fin de l'année dernière. Donc, il y a un tas d'indicateurs Mmh. quels seraient donc, d'après vous, les conseils?
C'est très compliqué. Vous savez, les conseilleurs Oui, ne sont pas les payeurs. je sais bien, mais c'est pour rester Donner des éveillé, conseils, c'est c'est-à-dire difficile. c'est important Moi, d'avoir quand même comment dirais-je, vos analyses sont plus que perspicaces, hein, sont brillantes, hein, permettez-moi de vous le dire, je vous le dis sans vous passer la pommade ou quoi que ce soit, je le pense, c'est sincère. Et à mon avis, c'est important pour les gens qui vous écoutent, non pas de vous positionner définitivement, comme ça, on dirait qu'il faut faire ci, il faut faire cela, mais ça aide toujours d'une manière psychologique, mentale, les gens qui vous écoutent. Je pense que c'est important. alors, pour moi, le premier défi, le défi immédiat, qui est dans les prochaines semaines et peut-être ça va durer quelques mois, ça va être d'éviter justement cet état de siège. Donc le défi de la société française, des Français dans leur ensemble, ça va être d'éviter les débordements qui permettront l'instauration d'un état de siège ou d'une dictature de type très militaire, autoritaire, Donc, vous voulez dire transitoire pas certes. de manifestation ou on manifeste Non, passivement? non, non, d'éviter les débordements, que ce soit en manifestation ou ailleurs, parce que le pouvoir a beaucoup d'imagination. Donc, ça peut être, probablement, le plus probable, c'est que ça partira de manifestations, mais il n'est pas exclu qu'il fasse des manœuvres de faux drapeaux Oui, qui soient indépendants des manifestations. Donc, le premier défi de la société française, pour moi, c'est d'éviter ça, d'être capable de se dresser et de neutraliser ces manœuvres. Ça, c'est un défi de taille, croyez-moi, c'est un défi énorme. Si on arrive à dépasser ce défi-là, le deuxième défi, c'est d'être capable de s'organiser indépendamment de tout ce qui existe. Et c'est là où je remets sur le tapis ma proposition de réforme des institutions, selon laquelle les gens doivent s'organiser par groupement d'intérêts de façon autonome. Donc ça, à mon avis, c'est les deux défis auxquels on a à faire face. Et si on relève avec succès ces deux défis-là, je pense qu'on est sorti de l'ornière, honnêtement. Je pense que c'est le bout du tunnel. Si on arrive à surmonter, à être, comment dirais-je, victorieux sur ces deux défis-là, nous avons gagné la guerre, je le pense. Mais attention, ces défis ont de multiples portes dérobées, si je puis dire. Ils sont avec des échelles, c'est-à-dire que si vous avez gagné une bataille, vous n'avez pas gagné la guerre. C'est-à-dire que vous avez évité la prise de l'Élysée ou de la Bastille, vous n'avez pas encore évité l'état de siège, hein, parce que ça peut partir sur une banlieue qui s'enflamme ou autre chose. D'accord? classique. Voilà. Donc les deux défis principaux, finalement, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont très conséquents. C'est premièrement d'éviter de s'opposer, de neutraliser les manœuvres de type faux drapeau ou mercenariat qui nous amèneront vers un état de siège. Et deuxièmement, d'arriver à se coordonner et à s'organiser en groupement d'intérêts indépendamment de toute l'organisation qui préexiste. Si on arrive à relever ces deux défis, nous serons sortis de l'ornière. Alors, quels sont les outils, je dirais, pour pouvoir se réorganiser? Quand je parle d'outils, parce qu'Internet, je trouve que les réseaux sociaux, ça reste quand même En absolument contrôlé. réalité, il n'y a pas d'outils merveilleux. Il n'y a pas, vous savez, c'est comme quand on attend un messie. Non. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. C'est-à-dire que chaque groupement trouvera son propre chemin, trouvera ses propres outils. Certains utiliseront une voie, d'autres utiliseront une autre voie. L'essentiel n'est pas l'outil, l'essentiel est la volonté. L'essentiel est la finalité du processus. Peu importe l'outil qui sera utilisé. Tous les outils peuvent être utilisés. On peut faire feu de tout bois, mais à condition d'avoir un but, un objectif et une visibilité sur la finalité du processus. Si vous avez ça en tête, vous trouverez une voie. Vous comprenez? Ça peut être Internet, mais ça peut être aussi des réunions Tupperware, ou ça peut être des coups de fil, ou ça peut être plein de choses, ça peut être n'importe quoi, en fait. Tout est à Il inventer. faut réseauter. Il faut réseauter, exactement. Le défi, c'est à nouveau d'être capable de parler en ayant dépassé toutes ces barrières mentales que le système en place nous a mises, qui sont des barrières de type sociologique, qui sont des barrières idéologiques, qui sont des barrières économiques, qui sont des barrières mentales.
Très bien, Valérie. Eh bien, Je ne sais je pas si renvoie. j'ai répondu à vos questions. Oui, 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 vous avez répondu à vos questions brillamment, comme je le disais tout à l'heure. Donc, je renvoie nos auditeurs sur vos ouvrages, et notamment Demain dès l'aube, le renouveau, hein, qui est donc la synthèse du livre Les raisons cachées du désordre mondial, qui sont parus aux éditions Sigest. C'est important d'aller lire ces ouvrages, je le dis même pour chacun des invités. On parlait Internet qui s'arrête demain ou quoi que ce soit. Le livre, il n'y a pas besoin de mot de passe, on n'a pas besoin de savoir ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Tout est là. C'est important, je ne cesse de le dire. Lisez, 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 procurez-vous les livres. Je mets dans la description un lien vers l'éditeur où vous pourrez vous procurer les livres de Valérie. Valérie, eh bien, je vous remercie de votre brillante analyse, même plus. C'est vraiment un peu scotché, je dirais, parce que je suis de nature optimiste. Donc, je vous remercie infiniment, Valérie, et je renvoie nos auditeurs vers vos travaux qui me semblent être parmi les plus pertinents qui soient aujourd'hui. Merci, Valérie. À très bientôt. Alexis, je vous remercie infiniment et j'attends que vous m'envoyiez le lien à l'émission, que je puisse la faire circuler. Sans aucun souci. Au revoir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir, Alexis.